Imaginez un livre écrit dans une langue inconnue. Vous savez qu'il contient les secrets de la vie, mais impossible de le lire. C'est exactement le défi auquel les biologistes étaient confrontés il y a 70 ans, l'ADN. On savait qu'il portait les instructions du vivant, mais comment ces lettres A, T, C et G se transforment-elles en chair, en muscles et en cerveau? En 1968, 3 chercheurs vont enfin casser ce code. Leur découverte a tout changé. Voici comment. Bienvenue dans Chronobel, l'émission où on décortique les découvertes qui ont décroché le prix Nobel et toutes les histoires pas toujours racontées qu'il y a derrière. Autre énigme majeure de la biologie, comment l'ADN est-il lu? Comment cette longue molécule pleine de lettres A, T, C et G peut-elle donner des protéines? En 1968, 3 chercheurs, Marshall Nirenberg, Argobin Khorana et Robert Hawley, décrochent le prix Nobel de médecine pour avoir déchiffré le code génétique. Ils ont réussi à traduire un alphabet de 4 lettres en un langage biologique à 20 mots. Et surtout à comprendre comment ce message se transforme en matière vivante. Une découverte qui a ouvert la porte à tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Génie génétique, CRISPR, vaccins ARN et médecine personnalisée. Mais comment ont-ils fait? Et surtout, qu'a apporté chacun d'eux dans cette histoire? Dans les années 50, on commence à piger que l'ADN contient les instructions de la vie. On sait aussi que ces instructions sont recopiées sous forme d'ARN messager. Mais ce qu'on ignore, c'est comment ce message est lu. Comment passer d'un code en 4 lettres à une protéine faite de 20 acides aminés? Est-ce qu'on lit 2 lettres à la fois? 3, 5, où est-ce qu'on commence et où est-ce qu'on s'arrête? À l'époque, le code génétique est un mystère total. C'est en 1961 que Marshall Nirenberg, avec son collègue Heinrich Matae, va faire sauter le premier verrou du code génétique. Dans leur labo du NIH, ils bricolent une expérience toute simple, mais redoutablement efficace. Ils utilisent un extrait de bactéries broyées, une sorte de soupe cellulaire contenant tout ce qu'il faut pour fabriquer des protéines. Dans ce mélange, on trouve notamment des ribosomes, des petites usines moléculaires chargées d'assembler les acides aminés en suivant le plan de l'ARN messager. Et là-dedans, ils balancent un ARN synthétique, fait uniquement de la base U. À répétition, façon mantra moléculaire. On se demande pourquoi cette lettre U et pas les classiques A, T, C et G, c'est normal. Dans l'ARN, la thymine, le T, est remplacée par l'uracile, le U. C'est la petite différence chimique qui distingue l'ARN de l'ADN, mais qui change tout. Pour fabriquer cet ARN, Nirenberg utilise une enzyme qui s'appelle la polynucléotide phosphorylase. C'est une sorte de machine à rallonge moléculaire. Tu lui donnes un seul type de base et elle te le colle en chaîne. Résultat, un long fil de U, sans aucune variation. Et pour savoir ce que cet ARN fabrique comme protéine, il prépare 20 tubes différents, chacun contenant la même soupe cellulaire, mais avec un seul acide aminé radioactif à la fois. Genre, dans un tube, c'est la phénylalanine qui est marquée, et dans un autre la leucine, et ainsi de suite. Résultat, seul le tube avec la phénylalanine radioactive produit une protéine marquée. Bingo, l'ARN avec que des U ne code que pour un seul acide aminé, la phénylalanine. La conclusion, c'est que le triplet UUU code pour la phénylalanine. C'est la première fois qu'on identifie une séquence spécifique d'ARN, ici UUU, comme codant pour un acide aminé donné. Cette expérience ne prouve pas encore que tout le code génétique fonctionne par groupe de 3 bases, mais elle colle bien à l'hypothèse des triplets proposée quelques années plus tôt par George Gamow. Ce résultat met rapidement fin à l'idée que le code pourrait fonctionner avec 1 ou 2 bases par acide aminé. 4 ou 16 combinaisons, c'est mathématiquement trop juste pour coder 20 briques différentes. Par contre, il reste une incertitude. Est-ce que l'ARN est lu 3 bases à la fois ou 4? Une séquence comme UUU fonctionnerait dans les 2 cas. Il faudrait donc d'autres expériences avec des motifs plus complexes pour vraiment trancher. Mais le triplet, lui, il tient déjà solidement la corde. Mais un triplet tout seul, ça ne fait pas une protéine. Qui lit ce message? Qui apporte les bons ingrédients? Pour le savoir, il faut se pencher sur un autre acteur discret mais décisif, Robert Hawley. Hawley, c'est pas un décrypteur de codons, c'est un anatomiste moléculaire. Lui, il s'intéresse à une drôle de petite molécule en forme de trèfle qu'on appelle ARN de transfert ou ARNT. À l'époque, on soupçonne déjà que ces molécules jouent un rôle clé dans la synthèse des protéines, mais personne ne sait vraiment à quoi elles ressemblent, ni comment elles fonctionnent. Et Hawley, qui travaille alors à la Cornell University en 1965, réussit un truc monumental. Séquencer entièrement un ARNT, celui qui transporte la sérine. 77 bases, entièrement décodées à la main en utilisant des enzymes pour couper l'ARN en morceaux, puis en reconstituant le puzzle comme un grand. C'est lent, c'est fastidieux, mais c'est la première fois qu'on met un visage clair sur l'intermédiaire entre le message et la protéine. Ce travail, publié dans Science, pose la toute première structure complète d'un ARNT. Et ce visage, il est incroyablement bien foutu. D'un côté, l'ARNT, il a une petite boucle avec 3 bases complémentaires d'un codon de l'ARN messager. C'est l'anticodon. De l'autre côté, il peut se faire greffer un acide aminé spécifique. En gros, chaque ARNT agit comme une clé spécialisée. Il lit un mot du message et il apporte l'ingrédient qui correspond. Grâce à Hawley, on comprend enfin comment le message est lu. L'ARN messager, l'ARNM, c'est la recette. L'ARNT, ce sont les livreurs, et sans eux, aucune protéine ne sort de la cuisine. Et maintenant qu'on sait que chaque codon peut être reconnu par un ARNT bien spécifique, Nirenberg revient à la charge avec une nouvelle idée brillante, cette fois en tandem avec Philip Leder, un jeune postdoc dans son labo. Leur objectif, c'est de cartographier le code génétique, triplet par triplet. Donc c'est le premier à réussir à mettre uniquement 3 lettres dans un tube. Et pour ça, il développe une méthode aussi simple qu'efficace, la méthode du filtre. La méthode du filtre. Voilà comment ça se passe. D'abord, il fabrique un tout petit fragment d'ARN, juste 3 bases, par exemple AUG.
Ensuite, ils prennent un extrait contenant des ribosomes, la machine à reconnaître les lettres, et une population d'ARNT radioactifs, chacun marqué avec un acide aminé. Et ils mélangent le tout. Si le codon AUG est reconnu par un ARNT, celui-ci va se lier au codon, mais uniquement si le ribosome est présent. Le ribosome n'assemble pas encore de protéines ici, mais il joue un rôle d'interface entre le codon et l'ARNT. Il stabilise l'interaction, un peu comme une main qui rapproche les pièces d'un puzzle. Le triplet s'associe au ribosome, l'ARNT reconnaît le codon via son oticodon, et tout ce petit monde forme un complexe stable. Et c'est là que le filtre entre en scène. Ils font passer le mélange sur un filtre en nitrocellulose. Ce filtre a une propriété magique. Il retient les grosses structures comme les ribosomes, mais laisse passer les ARNT libres qui ne sont pas liés. Le résultat, c'est que si l'ARNT radioactif a reconnu le triplet testé, il sera coincé sur le filtre avec le ribosome. Sinon, il passe au travers. Ensuite, il ne reste plus qu'à mesurer la radioactivité du filtre. S'il est radioactif, c'est que le triplet testé a bien été reconnu. Et hop, on a trouvé une correspondance entre un codon et un acide aminé. Avec cette méthode, Nirenberg et Leder, ils testent des dizaines de codons par jour. Et en quelques mois, ils remplissent quasiment tout le tableau du code génétique. C'est une révolution de productivité. Mais pendant que Nirenberg et Leder, ils alignent les triplets un par un, il y a un autre chercheur qui joue une toute autre partition. Har Gobind Khorana. Lui, il cherche pas seulement à lire le code. Il veut l'écrire. C'est un chimiste ultra rigoureux, installé à l'université du Wisconsin à l'époque. Khorana s'attaque à un nouveau défi, fabriquer de l'ARN de synthèse avec des séquences précises. Pas des répétitions aléatoires, pas du bricolage enzymatique comme Nirenberg, non, de l'ARN sur mesure, motif par motif, comme un bijoutier moléculaire. À la différence de Nirenberg et Leder, qui testent chaque triplet un par un, avec des codons isolés et une méthode à haut débit, Khorana, lui, il adopte une toute autre stratégie. Il fabrique des ARN de synthèse avec des séquences longues et répétées, comme UCU-CUC ou AAG-AAG, qu'il injecte dans des systèmes de synthèse in vitro. Pas de filtrage ici, il observe directement les protéines produites à partir de ces ARN entièrement construits à la main. C'est une approche plus lente mais plus fine qui permet de valider plusieurs codons d'un coup, de confirmer les redondances du code, le fait que par exemple plusieurs codons peuvent coder pour un même acide aminé, et surtout d'identifier les fameux codons stop, les signaux qui disent au ribosome « OK, fin de la phrase ». Grâce à cette méthode, Khorana confirme des dizaines d'assignations et démontre que le code est redondant et non ambigu. Un codon donné code toujours pour un acide aminé précis et un seul. Mais Khorana il s'arrête pas au décodage, il va plus loin. Il met au point des méthodes pour synthétiser de l'ADN en labo, base par base, et il ouvre la porte à un champ tout neuf, qu'on n'appelait pas encore comme ça à l'époque, la biologie synthétique. En gros, Khorana ne se contente pas de lire le langage du vivant, il fabrique la machine à écrire. Sans lui, pas de clonage, pas de gènes artificiels, pas de CRISPR, pas de vaccin ARN, c'est un architecte du code. Et en 1968, Marshall Nirenberg, Robert Hawley et Har Gobind Khorana reçoivent le prix Nobel de médecine pour avoir percé le mystère du code génétique. À eux trois, ils ont décodé le langage de la vie, dévoilé les règles de la traduction et ouvert une ère nouvelle pour la biologie. Grâce à eux, on comprend enfin comment les cellules lisent l'ADN et fabriquent des protéines. Et derrière ça, il y a toute la biotechnologie moderne, le séquençage, les vaccins ARN, la thérapie génique, CRISPR, la médecine personnalisée, et patati et patata. Leurs découvertes sont le socle sur lequel repose toute la biologie moléculaire d'aujourd'hui. Parmi les grands oubliés, on cite souvent Heinrich Matahe, le co-auteur de l'expérience fondatrice de 1961 avec Nirenberg, qui aurait largement mérité d'être nommé. Philippe Leder, qui a co-développé la méthode du filtre, n'a pas été récompensé non plus. Comme d'habitude, c'est un postdoc, on l'oublie. Et au-delà des individus, ce prix concentre à peine une décennie d'efforts, mais derrière, il y a des dizaines d'autres chercheurs et chercheuses qui ont participé à cette découverte majeure. Le prix Nobel par nature aime les récits simples, mais la science elle est toujours beaucoup plus complexe que ça. Alors voilà comment 3 chercheurs et bien d'autres, restés dans l'ombre, ont réussi à casser le code du vivant, lettre par lettre, base par base. Si cet épisode vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à Biociné, et dites-moi en commentaire quel prix Nobel vous aimeriez qu'on explore la prochaine fois. Un autre prix oublié? Une découverte controversée? À très bientôt pour un nouveau plongeon dans l'histoire des prix Nobel.